24 heures après avoir été bombardé sur son territoire par un drone qui arrivait du Yémen, les Israéliens ont décidé de contre-attaquer, envoyant une force de leur armée de l'air F-15, F-16, F-35 bombarder le gros port yéménite afin de montrer aux Houthis qu'on ne pouvait pas s'attaquer aux villes israéliennes comme ça. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans cette partie du monde et surtout de vous mettre à la place d'un chargé de mission à qui vous demandez de prévoir une grosse frappe à plus de 2000 km avec vos avions de combat, à quoi cela ressemble, car si cela peut paraître aisé sur le papier, emmener plusieurs dizaines d'avions à 2000 km de votre nation, cela demande beaucoup d'organisation et beaucoup de réflexion, car vous n'avez tout simplement pas le droit à l'échec si vous voulez accomplir la mission et récupérer tous vos avions et tous vos pilotes. Allez, jingle. Ce week-end, c'est donc en 3 actes que s'est déroulée cette montée des tensions entre le Yémen, les Houthis, Ansar Allah pour être précis, et l'État d'Israël. Acte numéro 1, c'était vendredi matin avec l'attaque d'un drone, probablement un dérivé du Samad 3 que l'armée française connaît bien pour en avoir détruit un avec un hélicoptère de combat, renommé Jaffa pour l'occasion, Jaffa étant le nom donné par les musulmans à la ville qui s'appelle actuellement Tel Aviv. Et après 9 mois d'attaques quasi incessantes et journalières contre des Israéliens ou des intérêts israéliens, cette attaque de drone qui a réussi à se faufiler en étant détectée mais pas identifiée comme une menace par les Israéliens d'après leur porte-parole et le New York Times, a tapé à Tel Aviv, proche de l'ambassade des États-Unis. Cela a fait un mort et une dizaine de blessés. C'est donc le premier décès de citoyens israéliens et la réponse ne s'est pas fait attendre. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Les Israéliens ont sorti de leur carton, j'ai envie de dire, une mission d'attaque contre le port de Al-Houdaya, un port dont nous avons déjà parlé, où transite le gros des ressources qui rentrent dans le Yémen, y compris l'aide humanitaire. Alors la région avait déjà été tapée par les Britanniques, par les Américains justement, dont le Strike Carrier Group du Ike, viennent tout juste de rentrer aux États-Unis. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, son groupe aéronaval au Ike, ils ont tiré 155 standards missiles à plusieurs millions de dollars pièce pour des interceptions de drones ou de missiles balistiques. Ils ont tiré 135 Tomahawk contre des cibles à terre au Yémen. Les pilotes ont tiré 60 missiles RR afin de détruire des drones et 420 munitions air-sol. C'est donc absolument énorme. Ça, c'est juste pour ce groupe aéronaval-là. C'est pas les autres aéronefs, ni les Britanniques. Et malgré tout ça, l'impact est toujours fort sur la mer Rouge. La plupart des navires sont obligés de faire le tour et ça n'empêche pas Ansar Allah d'envoyer un drone sur Tel Aviv. Les Israéliens ont donc décidé d'attaquer tout ce qui est stockage de pétrole, avoir un impact médiatique énorme, car vous n'arrêtez pas un incendie de réserve de pétrole comme ça. Et d'ailleurs, en ce dimanche soir où je suis en train de tourner, c'est toujours en train de brûler. Et ce raid a été effectué par des F-15, des F-16, du F-35, et accompagné par du 707 de ravitaillement. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur comment se prépare ce type de raid. Derrière, les Houthis ont dit qu'ils allaient encore plus attaquer Israël. Ils ont envoyé plusieurs missiles balistiques vers la ville d'Elat, missiles qui pour l'instant ont tous été interceptés. Alors, 2-3 petits points. Le premier point, c'est que c'est le plus long raid réalisé par les Israéliens depuis le 1er octobre 1985, où ils ont réalisé l'opération Jambes de bois. Alors, ils adorent les noms, faut être franc, un petit peu foireux pour leurs opérations. Celui-ci, là, cette attaque contre les Yéméniens, c'était l'opération Bras long. Voilà, ça a dû brainstormer pas très longtemps pour trouver ce terme. Toujours est-il, Jambes de bois, c'était en 85. C'était contre des personnes situées en Tunisie. Ce raid a été effectué avec des F-15 qu'on revoit
40 ans plus tard, et c'était suite à l'assassinat de 3 Israéliens sur un yacht à Chypre. Donc ça c'était l'élément déclencheur, il y avait d'autres faits avant. Mais souvent les Israéliens aiment répondre juste après la perte de vie nationale. En 2012, plus récemment, donc il y a 12 ans, il y avait également eu un raid non officiellement reconnu contre la ville de Khartoum, à peu près à isodistance que ce qui s'est fait ce week-end, car ce week-end, on parle tout de même de 2000 km pour descendre, donc 4000 km aller-retour, distance souvent parcourue par les missiles ou par les drones yéménites, mais quand vous envoyez des dizaines d'avions, vous allez le voir, c'est pas sans problématique. Alors je parle de problématique, mais en fait le pilote de chasse, c'est un chef de projet. Son objectif, c'est de faire en sorte que l'état final recherché soit réalisé, qu'on accomplisse la mission, et il sait que pendant son projet, il y aura une multitude de problématiques qui viennent de l'extérieur, la météo, des contraintes opérationnelles, les ennemis ou de l'intérieur, une panne au niveau de son vecteur, un souci de ravitaillement pour un de ses équipiers, un avion en panne, une bombe qui ne part pas. Ça peut arriver et ça a tendance à créer d'ailleurs des dissymétries sur les avions, donc ce n'est pas sans impact. Alors imaginez là que vous êtes pilote de chasse en unité israélienne, vous êtes très entraîné en ce moment car depuis 9 mois, vous n'arrêtez pas de faire des frappes air sol un petit peu partout autour de votre pays. Mais à quoi ça ressemble? Déjà, l'ordre, il vient du politique. Vous allez donc recevoir un coup de fil et on va vous dire, eh bien c'est parti, demain vous partez faire une mission, l'opération Bras Long. Vous allez bombarder le Yémen et là, il va falloir nommer un Mission Commander, un chef de mission et un DMC, un Deputy Mission Commander, son adjoint, qui va plus ou moins tout gérer, car le Mission Commander, lui, il lui faut du recul, il lui faut du calme pour pouvoir se projeter et réfléchir à tous les what if. Alors les what if, c'est qu'est-ce que l'on fait si on est à 1500 km d'Israël, il y a un ravitaillement prévu, qu'est-ce que l'on fait si un avion au pétrole n'arrive pas à ravitailler? Est-ce qu'on va le poser en Éthiopie? Est-ce qu'on va le poser en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il s'éjecte? Il faut réfléchir à tous ces cas-là. Et pour bien réfléchir, vous allez vous entourer d'experts. Un expert qui va regarder tout ce qui est l'attaque au sol, un expert pour la protection de l'espace aérien, un expert pour la guerre électronique, un expert pour le ravitaillement en vol, et chacun de ces experts, souvent chef de patrouille, va s'entourer d'autres équipiers et de sous-chefs de patrouille, et ils vont réfléchir, chacun dans sa business unit, si vous voulez, dans sa ligne d'eau, mais régulièrement lors de la préparation, nous allons partager. Mais tout ça, ça se lance avec un brainstorm. Et à ce moment-là, le grand chef va nous présenter l'état final recherché. L'objectif est de détruire tous les dépôts de pétrole de ce port afin de marquer l'opinion yéménite et impacter leur capacité de ravitaillement pour les semaines à venir, réduisant ainsi le danger pour notre territoire national et nos citoyens. Derrière les moyens, on vous alloue par exemple 20 F-16, 20 F-15, 10 tankers, X tonnes de bombes, et ensuite derrière vous allez regarder la météo. Un officier météo va venir, va vous expliquer, coup de chance, il fait grand beau et les conditions seront stables, la visibilité sera bonne et vous aurez une bonne réception pour les satellites, ce qu'on appelle le JDOP. On regarde où se situent les GPS, les satellites GPS, afin de pouvoir prédire s'il va falloir utiliser de l'arme GPS, si ça va fonctionner, ou s'il y a du brouillage, ou si les constellations sont mal placées, il va falloir faire du laser ou de la bombe toute simple. Ensuite, derrière, on aime bien utiliser la règle des 4T dans l'OTAN ou en Occident, c'est de la source ouverte, j'en parle d'ailleurs dans Au-delà du cockpit, c'est quel est le task, donc quelle est la mission, derrière quel est le target, on va étudier la cible, car si vous tapez par exemple certains dépôts, il risque d'y avoir de la fumée, s'il y a de la fumée, vous ne pourrez plus taper les dépôts d'à côté, sauf à utiliser de la bombe GPS. Ensuite, derrière, on va regarder les threats, quelles sont les menaces, est-ce qu'il y a des avions qui peuvent venir, peut-être des avions américains qui pourraient se dire qu'est-ce que c'est que ces avions dans le ciel, des avions d'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils sont prévenus, pas prévenus, quelle coordination, des systèmes solaires, outils, on sait qu'ils ont abattu des drones, est-ce qu'ils ont une capacité à venir nous chercher à 10 000, 15 000 pieds, et derrière de toute cette étude, on va définir la tactique, et chacun va donc venir, chaque expert, expliquer, proposer au DMC, puis au MC, chef, voilà ce que je vous propose, ou avoir différentes options, et derrière, ça va discuter entre experts, et ça va trancher le tout avec une contrainte temporelle assez forte, donc il faut que ça drop. Mais la mission ne commence pas une fois qu'on est dans l'avion, elle commence lors de cette préparation. 90% du succès de la mission, c'est dans la préparation, et sur un gros dispositif comme ça, j'ai même envie de vous dire, c'est 95, car il faut parfaitement bien se coordonner, sinon vous allez avoir certains objectifs qui vont être traités plusieurs fois, d'autres qui ne seront pas traités. Si vous avez des avions en panne, peut-être que toute une zone ne sera pas traitée, donc il faut anticiper
tous ces what if dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on fait si tel avion est en panne, qui récupère ses cibles? Qu'est-ce que l'on fait si le ravitailleur ne marche pas? Qu'est-ce que l'on fait si on a 30% de ravitailleurs? Eh bien, certains objectifs, par exemple, on ne part pas. Qu'est-ce que l'on fait si certaines bombes ne partent pas? Si mes bombes à gauche ne partent pas et que j'ai une désymétrie? Qu'est-ce que l'on fait si on est échec au premier ravitaillement, au deuxième ravitaillement? Tout cela doit être réfléchi. Alors sur le papier, ça peut paraître assez simple de prendre un avion de chasse, de faire 2000 km, de tirer des bombes et de revenir. Mais en fait, vous devez réfléchir à tous ces cas-là, car s'il y a une problématique, c'est vous qui êtes dans l'avion et qui devrez faire face, tout seul dans votre monoplace, à la charge de travail et à la crise et trouver une solution. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Yémen est habitué aux frappes aériennes. À votre avis, si je vous demande d'estimer le nombre de frappes de drones américaines qui ont été effectuées entre 2002 et 2015 au Yémen, quel chiffre est-ce que vous allez me mettre en commentaire? 10, 20, 30? Alors pour rappel, Obama, prix Nobel de la paix, était président des États-Unis de 2009 à 2017. Il a reçu son prix Nobel en 2009, notamment grâce au nouveau climat avec le monde musulman. Alors à votre avis, entre 2002 et 2015, combien de frappes américaines au Yémen par des drones? La bonne réponse, c'est 98. Après, en 2016, il y en a eu 32. En 2017, 30. Après, on est sous Trump, et donc là, ça chute, avec 2018, 1, 2019, 4, 2020, 3, et 2021, ça commence à remonter un petit peu. Raison pour laquelle je voulais vous partager ça, c'est que les Houthis et les Yéménites de manière générale sont habitués à se faire attaquer par la troisième dimension. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de drones touchés. Néanmoins, à l'heure actuelle, aucun F-18 américain, aucun Eurofighter britannique, aucun avion de combat israélien n'a réussi à être touché. C'est une chose de réussir à toucher un drone qui va à basse vitesse. C'est une toute autre chose de réussir à arrêter plusieurs vagues d'avions de combat qui arrivent avec tout le package, guerre électronique, couverture aérienne, et surtout qu'ils ne viennent pas pour rester longtemps. Ils vont arriver, ils vont tirer, ils vont faire demi-tour, ils vont repartir. Et il y aura cet effet de surprise. Alors en définitive, ce que l'on peut dire, eh bien, c'est que j'adore le choix des acteurs pour cet extrait, c'est que jamais cet extrait de Mission Cléopâtre n'aura été aussi vrai. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Toujours est-il, c'est l'ouverture, j'ai presque envie de vous dire, d'un nouveau front pour les Israéliens, à voir s'il s'agit d'une opération à un moment donné, limitée, ou si les Israéliens vont être obligés, eh bien, désormais de compter sur ce nouveau front et de devoir mettre des ressources, des moyens, des hommes, du temps, de l'énergie pour aller à leur tour, eux aussi, taper les Houthis au Yémen, Houthis du Yémen qui sont bombardés depuis la troisième dimension par la plupart de leurs voisins depuis des années et ça ne les empêche pas d'impacter le commerce maritime mondial. Je vous rappelle tout de même que les Houthis ont annoncé faire ces frappes contre Israël en soutien de la Palestine et des Palestiniens. Vous l'aurez compris, cette vidéo avait vocation à se concentrer sur la partie technique. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique et encore moins dans cette partie du monde. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Cette semaine, on a des vidéos très intéressantes sur la sécurité aérienne. Je vous invite donc à regarder nos vidéos de sécurité aérienne. Ça peut peut-être vous aider pendant les vacances. Allez, fly safe. Cet été aussi, pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Pour la planète, chaque geste compte.